Bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui de la violence comme source de divertissement et de l'influence des médias sur la violence en milieu scolaire. Pour en débattre, je reçois sur ce plateau Madame Leïla Ly Désiré Beyang Bekale, psychologue. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Avec vous, Monsieur Aurel Mabika, président provincial de la FENAPEG, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants au Gabon. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Lévengoy. C'est quelle province que vous représentez? Province de l'Estuaire, évidemment. De l'Estuaire. D'accord. Madame, on va dire Madame Bekale, Madame Béang, Madame Leïla. Pour éviter les déformations. D'accord. Madame Leïla, est-ce qu'on peut revenir sur c'est quoi exactement qu'on appelle la violence en milieu scolaire? Alors, la violence en milieu scolaire peut être définie comme le fait qu'un élève ou un adulte agisse de manière déplacée sur un autre, fasse preuve d'agressivité. Parce que la violence peut être verbale, elle peut être physique, elle peut être aussi morale ou psychologique, en fonction de qui agresse qui. D'accord. Et lorsqu'on parle de violence, est-ce qu'il s'agit uniquement des élèves? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des cas de violence, on va dire, d'un enseignant envers un élève ou d'un élève envers un enseignant? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit, ça dépend de qui agresse qui. On peut avoir des élèves qui agressent des élèves qui agressent des enseignants qui agressent des élèves ou des enseignants qui s'agressent entre eux. D'accord. Et en tant que psychologue, vous avez souvent, comment dire, affaire à ce genre de cas? Oui, on a de plus en plus, d'ailleurs, des cas d'élèves qui sont harcelés dans leurs établissements. On a également, c'est assez rare parce que généralement les parents n'amènent pas l'agresseur, mais on a aussi des cas d'élèves qui viennent parce qu'ils agressent les autres à l'école. Là, c'est les parents qui les emmènent potentiellement. Oui, là, ce sont les parents eux-mêmes, à cause du comportement de l'enfant à la maison. Mais souvent, il vient parce qu'on pense que c'est lui qu'on influence. Mais en réalité, c'est lui qu'on va dire le mauvais compagnon. D'accord. Et là, je vous écoute, je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas possible qu'un établissement vous emmène un élève qui aurait fait une faute? C'est-à-dire, il y a eu bagarre, et on prend l'élève parce qu'on voit qu'il a un comportement déviant. Oui. Clairement, il veut agresser son camarade, et on l'emmène vers vous. Est-ce que ça arrive parfois, ça? Ça n'arrive pas très souvent que les établissements nous contactent, c'est dommage. Mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'il y a des conseillers d'orientation dans les établissements. Je pense que ce sont eux, vu qu'ils sont à l'intérieur des établissements, qui gèrent la plupart du temps ce genre de cas. Mais ça arrive que des établissements appellent ou interpellent ou envoient les parents avec l'enfant. D'accord. Monsieur Mabika, vous êtes vous-même parent d'élève, je suppose. Tout à fait, oui. Et que vous êtes dans la fédération. Et parents d'étudiants même, d'ailleurs. Parents d'étudiants déjà. Justement, votre fédération va jusqu'à l'université. Tout à fait. Est-ce que selon vous, parce qu'on parle aujourd'hui de l'influence des médias, est-ce que selon vous, on peut affirmer en 2025 maintenant que les médias peuvent être à l'origine du comportement violent d'un enfant? Bon, écoutez, il faut qu'on évolue dans, on va dire, les accusations qu'on porte sur les acteurs qui commettent la violence au quotidien. Autrefois, on accusait beaucoup plus les parents comme étant démissionnaires et on attribuait... Ce n'est plus le cas? Non, je ne dis pas que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le seul élément aujourd'hui qui doit être pris en compte comme étant facteur de développement de la violence en milieu scolaire. Il y a effectivement, vous venez de le dire, la consommation des médias aujourd'hui. Je vais prendre TikTok par exemple. Personne ne contrôle TikTok dans notre pays, mais quand vous regardez TikTok, malheureusement, parfois c'est des personnalités, j'ai envie de dire, instruites qui profèrent des injures en longueur de journée, des grossièretés. Et c'est ça que nos enfants consomment. Donc aujourd'hui, oui, les médias deviennent un véritable danger pour la jeunesse gabonaise. Est-ce que quand vous dites que personne ne contrôle TikTok, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ce que je veux dire, c'est que c'est la capacité de la HAC à sanctionner... L'autorité de la communication, oui. Tout à fait, à sanctionner, n'est-ce pas, des personnes qui profèrent des grossièretés en longueur de journée. Mais vous, en tant que fédération, vous êtes déjà allé vers la HAC pour signaler des comportements déviants sur les réseaux? Notre organisation, non. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Vous devriez, si vous remarquez ces comportements. Mais c'est parce que nous venons de faire, n'est-ce pas,
une étude sur les facteurs de violence en milieu scolaire et on s'est bien rendu compte que la consommation de la violence chez l'enfance commence effectivement par les réseaux sociaux aujourd'hui, par les médias. Encore que de moins en moins, les chaînes nationales montrent les films à caractère violent. J'ai dit vraiment de moins en moins parce que c'est... Il faudrait peut-être vérifier, il faudrait s'assurer que c'est le cas. Oui, je regarde Gabon 24, je regarde Gabon Première, qui est notre principale chaîne ici au Gabon. On a de moins en moins des films de Jean Rambo à l'époque et tout ça. J'ai dit de moins en moins parce que la violence, effectivement, dans ce domaine, se téléporte vers autre chose, évidemment, vers le langage, des propos grossiers, etc. Mais lorsqu'on parle de langage, très souvent, c'est lié à l'instruction, à l'éducation, c'est-à-dire depuis la maison. Oui, c'est pourquoi je dis... Très souvent, les insultes, l'enfant l'entend pour la première fois dans l'environnement familial. Je suis d'accord que le parent est le premier éducateur de l'enfant. Et c'est à la maison que l'enfant commence, n'est-ce pas, à prononcer ses premiers mots. Évidemment, si l'environnement est pollué, c'est évident que l'enfant aura un discours vraiment pollué. Mais il y a également, parfois, les enfants sont très bien éduqués, mais ils restent en longueur de journée scotchés au devant téléphone. Les téléphones. Voilà, donc ce sont toutes ces choses-là qui aujourd'hui deviennent des facteurs de développement de violence en milieu scolaire. Et il faut qu'on les intègre, non plus seulement, comme je disais, non plus seulement à la démission parentale, parce qu'on a crié, et j'ouvre une parenthèse, à l'éducation nationale, on a crié pour dire les parents, mais on oublie d'autres facteurs. Il faut qu'on englobe tous ces éléments pour pouvoir trouver une solution à long terme. D'accord. Madame Leïla, je ne suis pas un expert du domaine, mais je pense à la psychologie du développement. Je me pose la question, lorsque ces enfants, parce qu'on ne veut pas qu'ils pleurent, parce qu'on ne veut pas qu'ils jouent, qu'ils aillent dehors, on leur donne une tablette, on leur donne un téléphone, ou on les scotche devant la télévision, est-ce que ce sont les bonnes attitudes que les parents devraient avoir? Parce qu'on remarque maintenant qu'ils acquièrent, ils reçoivent des informations de violence à travers ces écrans. Qu'est-ce qui devrait se faire? Eh bien, ça, ce sont des méthodes de facilité. L'enfant pleure, on a envie de s'en débarrasser pour multiples raisons. Ça peut être qu'on est fatigué, on est pris par le travail, on a un ordre de priorité, ou justement, les pleurs de l'enfant ne rentrent pas à cet instant précis. Mais en lui donnant le téléphone ou la tablette, plus on donne ça tôt, plus on permet à l'enfant d'avoir accès à un très large éventail d'influence. Parce que, comme l'a dit le président, Monsieur Mabika, Monsieur Mabika, comme l'a dit Monsieur Mabika, les réseaux sociaux, en dehors de TikTok, n'ont pas l'air très contrôlés. Donc, l'enfant, quand il a sa tablette en main et qu'il passe sa journée avec sa tablette, ce n'est pas l'éducation des parents qui rentre. Ce sont les pères qu'il se choisit à l'intérieur, les influenceurs qu'il décide de choisir à l'intérieur. Et ces influenceurs-là, les enfants se les communiquent parce que ce sera le plus grand chanteur. Et actuellement, on n'a plus beaucoup de chanteurs à la télé qui vont avec des textes pour conscientiser. C'est plus des textes qui montrent qu'on peut réussir par la violence. On parle de l'Aimcham, on parle de certains styles de musique. Donc, ce sont des personnes qui montrent qu'ils ont réussi, mais pas forcément du bon côté, qu'ils ont réussi à traverser certaines choses. Mais c'est dit en musique. Donc, l'enfant, par répétition, comme une éponge, par imitation, il absorbe toutes ces informations. Et au milieu de ses pairs, il veut se sentir valorisé, il veut se faire remarquer, il va imiter et donc reproduire tout ce qu'il a eu à apprendre dans sa tablette. Et là, on revient aux parents. Normalement, c'est aux parents d'endiguer ce phénomène. Parce que si les enfants s'identifient, il y a des petits qui comme ils disent, coupés, ils tuent. Voilà, il y a des musiques où les jeunes font la promotion de la violence. Est-ce que ce n'est pas aux parents? Bien sûr, l'État peut intervenir pour contrôler les grands médias comme Gabon Télévision, Gabon 24, etc. Mais dans ces petits écrans, est-ce que ce n'est pas aux parents de pouvoir justement empêcher qu'ils ne puissent acquérir ces habitudes? Pas forcément qu'aux parents, parce que c'est à plusieurs niveaux. C'est une responsabilité sur tous les plans. Tout le monde est responsable. Le parent est responsable du fait que c'est lui qui achète la tablette, c'est vrai. C'est lui qui peut choisir les programmes, mais il n'est pas sur l'enfant toute la journée. En effet. On peut voir un programme au début qui a l'air bien, mais qui, avant la fin, a complètement changé.
On peut laisser son enfant sur un dessin animé sans savoir que si on n'est pas en train de suivre le dessin animé en même temps que l'enfant, sans savoir qu'à la fin du dessin animé ou au milieu du dessin animé, il y aura une bagarre, il y aura ceci, il y aura cela. Mais l'autre niveau de responsabilité revient aux médias. Et je pense bien que c'est possible, vu que... Médias internationaux, très souvent, TikTok n'est pas gabonais. Même les médias nationaux. Déjà, comment ça s'appelle? Le service censé contrôler ce qui passe, la HAC, est censé avoir accès à tout ce qui vient en termes de médias sur notre territoire. D'accord. Il y a des pays comme l'Allemagne où certains médias, même si c'est sur TikTok, il y a des éléments qui ne passent pas. C'est contrôlé, c'est verrouillé. Donc, si les autres arrivent à le faire, ça veut dire qu'on peut le faire. Chacun a son niveau de responsabilité. D'accord. Ce sont les médias qui permettent aux enfants d'avoir accès visuellement à tout ça. D'accord. Monsieur Mabika, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez du contrôle. Sur nos informations, TikTok, dans chaque pays, a des modérateurs. C'est-à-dire, ici, il y a des gens au Gabon qui sont censés modérer les contenus qui sont, on va dire, distribués sur les applications que les Gabonais ont en main. Chaque pays en a. Est-ce que si la violence, on va dire, s'accentue dans un environnement, est-ce que ce n'est pas aussi une volonté de pouvoir surfer dessus? C'est-à-dire, au final, l'application, s'il y a des millions de vues, s'il y a des milliards de vues, ils gagnent de l'argent. Mais comment est-ce que nous, consommateurs, et vous, parents, sachant que la victime en priorité, ce sont les enfants, comment est-ce qu'on peut, quelles sont les mesures que vous pourriez mettre sur pied? Parce que là, on parle de la HAC, etc., mais je comprends qu'il y a forcément une stratégie qui peut être mise sur pied afin de pouvoir interpeller et ensuite, on va dire, endiguer le phénomène. Malheureusement, le capitalisme, on peut s'enrichir sur le dos d'un cadavre, donc ça ne dérange personne. TikTok est monétisé. Je ne vais pas citer les noms ici, mais quand vous ouvrez votre TikTok, c'est des propos dans notre jargon gabonais que nous comprenons. Il y a aussi Facebook et YouTube. Il y en a plusieurs de moins en moins Facebook ou les vidéos d'un certain genre... La dernière vidéo qui a fait le buzz était sur Facebook. Oui. La vidéo de l'élève qui agresse l'autre élève. D'accord. Là, filmé par des camarades de classe qui ont balancé. Je pense que c'était beaucoup plus, et c'était salutaire pour nous, puisqu'on en parle aujourd'hui. Il fallait qu'on partage. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est déjà le message qu'on véhicule lorsqu'on prend son téléphone et on veut faire un live. On veut véhiculer quel message? Et parfois, vous allez trouver parmi ces personnes, il y a des enseignants, il y a des intellectuels. Parmi quelles personnes? Ceux qui font des lives avec autant de grossièreté. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Est-ce que vous pensez à un environnement en particulier? Je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un environnement en particulier. Lors d'une autre émission, certainement, on en parlera. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que, oui, on peut mettre en place le mécanisme de contrôle. Mais le premier contrôleur d'un État ou d'une nation, c'est l'État. Comme a dit Mme Leïla, on peut limiter les accès dès que certains mots sont prononcés, on bloque. Et pourquoi ne pas sanctionner? Moi, je suis sûr que si un média en ligne ou un média quelconque fait sortir des écrits avec beaucoup de propos grossiers, on va les appeler pour les sanctionner. Mais quand c'est un individu... Vous parlez politique peut-être? Non, je ne fais pas... Je suis... Oui, mais soyez précis, monsieur Mabika. Vous parlez tout à l'heure de l'émission. Ce n'est pas clair là, maintenant oui, c'est pas aussi clair. Il faut qu'on puisse être concret dans ce qu'on dit. Non, je suis sur une chaîne de télévision. Oui, d'accord. Je vais par exemple parler des... encourager certains comportements. Je vais parler par exemple des propos à caractère, on va dire, violent sexuellement. On a ça, par exemple. On a également des propos qui incitent à la violence physique. D'accord? On y voit quelqu'un qui dit, bon, moi, je vais t'écraser à tout moment, je tape. L'enfant, pour lui, il s'est dit que l'influenceur qui est en face, ce qu'il utilise, c'est l'argument que moi, je vais utiliser devant un autre de mes camarades. Donc, quand tu me dis, je dis, je t'écrase. Mais quand on dit écraser, on comprend tout de suite que c'est réduire à silence quelqu'un qui nous dérange. Donc, moi, je pense qu'on peut... Au niveau du contrôle. Au niveau du contrôle, on peut le faire.
il y a la famille, je suis d'accord. Mais on ne toucherait pas la censure, on ne toucherait pas un peu la liberté d'expression, vous voyez? Est-ce que la liberté d'expression nous donne la liberté d'insulter qui on veut? Parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas le site qui est responsable de ce que l'enfant a publié, c'est vous, les parents, qui n'avez pas... Je ne suis pas un expert de la communication, donc je ne connais pas à quel moment commence certainement... Mais ce qu'on sait, c'est que les parents devraient pouvoir regarder un peu plus que les enfants, surveiller ce que les enfants regardent dans les applications. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je suis en train de dire que ça commence par la famille. Parce que le premier éducateur de l'enfant, c'est la famille. Et à côté de la famille, nous avons l'école. Parce que l'enfant a deux environnements. La maison et l'école. Certains diraient aussi la rue. D'autres diraient aussi la rue. C'est transitoire parce qu'il l'utilise pour aller à l'école ou bien pour revenir à la maison. Ça, c'est selon moi. La rue, sauf si les parents permettent que les enfants traînent à 22 heures. Encore une fois, c'est le contrôle. On revient encore au contrôle parental. Une fois de plus, l'État a tous les moyens, n'est-ce pas, de contrôler les contrôleurs. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il y a la famille, il y a l'école. Parce qu'aujourd'hui, on parle des violences en milieu scolaire, mais qui commencent certes à la maison, mais pour certains, ça commence à l'école. Cette jeune fille, par exemple, Immaculée, qui a été violentée, qu'est-ce qu'elle va garder? Elle va essayer de développer des mécanismes pour ne plus se faire humilier. Elle a appris ça où? À l'école. Donc, il faut que... comment dire, toutes les parties se mettent ensemble, la famille, l'école, l'État, pour trouver, et chacun dans son domaine essaie, n'est-ce pas, d'éradiquer du mieux qu'il pourra, n'est-ce pas, ces phénomènes-là. Au niveau de la famille, est un peu beaucoup plus présent. Je ne vais pas faire de leçon à certains parents. Chacun éduque son enfant. Peut-être qu'il faudra le faire, justement, cette leçon. Parce que on parle, j'ai reçu une autre psychologue ici sur le plateau qui disait que beaucoup de parents sont des enfants qui n'ont pas grandi. C'est-à-dire qui ont eux-mêmes gardé des séquelles d'un passé étant enfants et qui aujourd'hui ont des enfants, mais ils ne savent pas comment gérer parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu gérer. Peut-être qu'il faudrait aussi parler aux parents. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, par exemple, en milieu scolaire, on rencontre un gros problème. D'ailleurs, je félicite l'Éducation nationale parce qu'on a réussi à rendre les parents d'élèves muets au sein des établissements. Vous ne pouvez pas communiquer. Oui, muets. On les a rendus muets. Oui. Et vous félicitez l'Éducation nationale pour ça? Oui. Pourquoi vous les félicitez? Parce que si les gens ne veulent pas parler avec on va dire les partenaires qui sont en face, ce que vous voulez pas avancer. Donc ce n'est pas positif ce que vous dites. C'est qu'il faut donc changer ça. Comprenez ce que j'ai dit. Non, il faut que vous soyez clair, monsieur. J'ai dit, vous êtes très fort dans les métaphores, on dirait. Je répète, en tant que président de la Fédération des parents d'élèves, je félicite le ministère de l'Éducation nationale d'avoir rendu muet les associations des parents d'élèves. Et c'est une bonne chose, ça. En milieu scolaire. C'est une bonne Parce chose. que aujourd'hui, les actes de violence qui deviennent, on va dire, qui a augmenté. Récurrent. Autrefois, étaient quand même amoindris. Et il y a de cela 2 ans en arrière. C'était grâce aux parents d'élèves? Grâce à la Fédération des parents d'élèves? Parce que les parents d'élèves se mettaient ensemble, échangeaient, communiquaient et essayaient, bien sûr, avec le chef d'établissement, on essayait de mettre en place des mécanismes de suivi des enfants au sein des établissements. Parce que, regardez, les violences qu'on rencontre aujourd'hui, ce ne sont plus des violences en dehors des établissements. C'est à l'intérieur de l'établissement. Donc, ça veut dire qu'il y a un malaise à l'intérieur. Il faut que les parties se mettent ensemble pour essayer de discuter. Pour sortir du mutisme. Tout à fait, monsieur. D'accord. Madame Leïla, on comprend que du côté des parents d'élèves, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais si on revient aux premiers concernés, donc les enfants, les enfants ou les étudiants, ça dépend. Si on revient auprès de ces concernés, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas pour eux une fenêtre vers un monde qui les écoute? Parce que justement, dans leur maison, on ne les écoute pas. Parce que beaucoup d'enfants considèrent que leurs parents ne comprennent pas ce qu'ils vivent ou ce qu'ils font. Et beaucoup, j'ai vu ici une parent d'élève de votre fédération qui disait que dans la majorité des cas, lorsque un enfant est victime ou a fait de la violence, quand les parents arrivent, très souvent ils sont étonnés parce que jamais l'enfant n'a manifesté de violence devant eux. Ça signifie qu'il y a un manque de communication potentiellement. Oui, ça peut montrer qu'il y a un malaise au sein de la famille ou ça peut être leur type de dynamique familiale parce que chaque famille a sa dynamique. Il y a des parents qui sont... Comme vous avait dit l'autre psychologue, il y a des parents qui sont des parents enfants, il y a des parents qui sont des parents adultes, il y a des parents qui sont très communicants, chacun en fonction de sa personnalité et de son passif. Maintenant, pour ce qui est de l'élève, ce n'est pas tant qu'on ne l'écoute pas. Déjà, il est en transition, il est en maturation, donc il traverse plusieurs étapes. Si c'est un élève qui est à la phase
de sa puberté, il a ce désir de paraître, pas de paraître aux yeux de ses parents, mais plutôt de paraître aux yeux de ses pairs. Ses pairs, ce sont ses condisciples de classe. Ses pairs ne sont pas forcément à l'image de l'éducation qu'on lui donne à la maison. Donc, avec cet enfant, il n'y aura pas forcément de communication à la maison parce que ses parents ne sont pas ses pairs. S'il n'y a pas de communication, c'est un boulevard vers potentiellement une dérive. Je ne dirais dérive. pas que ce sera un boulevard vers potentiellement une dérive si les parents sont attentifs à leur enfant parce que chacun connaît son enfant. Donc, on peut être attentif sans pour autant communiquer. On peut être attentif. Être attentif ne veut pas dire qu'on communique. On est attentif à ce qui se passe autour de soi. On observe, on regarde. C'est ce qui permet d'établir ou de mettre en place une stratégie qui permette d'arranger la communication ou d'installer la communication en fonction des dynamiques familiales. D'accord. Êtes-vous d'accord avec ce que Mme Leïla vient de dire? Oui. C'est-à-dire les parents qui peuvent ne pas forcément communiquer, mais juste être attentifs, qui pourrait permettre d'endiguer le phénomène? Vous savez, l'un des phénomènes qu'on a observé en milieu scolaire avec les parents, c'est qu'ils sont tout le temps en mission et ils sont tout le temps occupés par le travail. Oui, le travail. Donc, même la remise des bulletins, ils ne sont pas concernés. C'est la grande sœur, le grand frère qui vient chercher. Donc, évidemment, mais l'enfant, l'agent du taxi, donc le papa, il est attentif. Il sait qu'il y a un besoin, mais l'échange avec l'enfant, ça ne passe pas. Donc, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il faut qu'on dépasse les slogans. Il faut qu'on dépasse tout ce qu'on voit aujourd'hui pour essayer d'endiguer ce phénomène parce que, regardez aujourd'hui, et même les parents eux-mêmes d'ailleurs, regardez la musique qu'on consomme, permettez-moi. C'est la musique, j'ai envie de dire, qui sort de nulle part. Mme Leïla en parlait tout à l'heure. Voilà, oui. c'est une musique qui sort de nulle part. Vous voyez les papas, les mamans en train d'exhiber. Ça veut dire que le parent est revenu au même niveau que l'enfant et puis il consomme la même chose. C'est évident. C'est évident qu'on ne puisse pas percevoir les actes de violence ou qu'on ne perçoit pas la violence chez l'enfant. Mais certains vous diront que c'est une manière de se rapprocher de l'enfant, potentiellement. S'ils écoutent la même musique, etc., est-ce que c'est toujours négatif? Mais moi, je pense qu'on n'a pas besoin de se conformer à la personne pour être d'accord avec la personne. On peut garder son identité et être d'accord. Quelle identité? Si le parent a la même identité que l'enfant, comment on crée la séparation? C'est généralement ces parents-là, lorsque l'enfant est sanctionné à l'école, qui viennent dire « Ah non, je n'accepte pas, je suis monsieur tel, je suis monsieur tel ». Donc là, il a une identité, mais qu'il garde cette identité pour pouvoir éduquer son enfant, tout simplement. Moi, je pense qu'il faut que de l'autre côté, les parents prennent conscience, autant les parents des victimes que les parents des acteurs de violence, qu'on prenne conscience que c'est quelque chose qui pourrait endeuiller les enfants. Permettez-moi, j'ai à l'esprit, en 2019, au lycée national Léon Mba, un jeune garçon qui a été poignardé en plein préau du lycée, à l'intérieur du lycée, et il a succombé de ses blessures. À l'issue de cela, nous, les parents d'élèves, les parents du lycée Léon Mba, avions fait une cotisation spéciale pour payer les agents de sécurité au sein de l'établissement. Justement, à quel niveau ce genre... On sait qu'à Siban, au lycée de Siban, c'est la même chose. Eux aussi, ils ont mis sur pied un système de sécurité. Bon, maintenant... Mais pourquoi ce n'est pas généralisé? Pourquoi les parents d'élèves n'agissent pas en collaboration avec l'établissement pour que un peu partout ce soit généralisé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État a récupéré le projet parce que l'État estime que c'est sa mission régalienne. Donc, mais le problème, c'est que je ne vais pas... D'accord. Et est-ce que c'est mieux à Léon Mba en ce moment, au lycée Léon Mba? Est-ce que c'est un peu mieux actuellement? Non, dans tout le Gabon, ça ne marche pas. D'accord. D'accord. Madame Leïla, nous sommes à quelques minutes de la fin. Quelle est votre lecture, on va dire, vous êtes psychologue, psychothérapeute, les enfants ont un comportement. Les parents ne se reconnaissent pas forcément dans ce comportement. Quelles sont les pistes de solution? Déjà, pour commencer, je voudrais bien préciser que quand je parle d'être attentif, c'est l'attention qui amène à la communication. C'est parce qu'on est attentif à quelque chose qu'on peut trouver le moyen d'endiguer la chose. Maintenant, pour ce que je pourrais dire au niveau de la jeunesse, actuellement, il faut être honnête, la jeunesse va très mal. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Ce qu'on peut faire au sein des établissements, par exemple, ce serait d'instaurer et d'installer des campagnes de sensibilisation et d'éducation. Parce qu'en général, on fait une campagne de sensibilisation une semaine, une année.
un mois dans l'année, c'est terminé, on va se retrouver peut-être, sauf événement marquant, une autre année. Or, si on arrive à programmer des campagnes de sensibilisation récurrentes, à installer des périodes d'éducation, donc des périodes où tout le monde est éduqué, à comprendre et à connaître et à reconnaître les signes de violence. Parce qu'une personne peut être violente, un enfant peut être violent parce qu'il est mal dans son être. Un enfant peut être violent par imitation. Donc, si on éduque tout le monde à reconnaître les signes et symptômes de toute cette violence, je pense que ce sera un pas vers. D'accord. Éducation comme solution. Éducation et sensibilisation, mais vraiment de manière récurrente. Monsieur Mabika, vous avez abordé l'aspect du contrôle des médias. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Est-ce que vous souhaitez... quel message vous avez justement par rapport à cet aspect? Écoutez, mon message il va à l'endroit de l'État gabonais. On n'a pas d'autre jeunesse. Et je disais déjà sur ce plateau qu'à la période de la transition, la jeunesse devrait jouer un rôle très important. Et d'ailleurs, on l'a vu. Et cette jeunesse-là, elle est scolarisée. Et comme disait Mme Leïla, on n'a pas besoin de trop de slogans, attendre une fois l'année et venir nous exhiber tout ce qu'il y a. On devrait mettre en place, pour moi je pense, déjà ramener au sein des établissements les outils qui occuperaient les enfants en dehors des heures de cours. Nous avons des clubs au sein des établissements. La coopérative n'existe plus, les enfants ne se reconnaissent plus. Bibliothèque, ces genres de choses. Ça n'existe plus. Qu'on ramène toutes ces choses. Parce qu'après, quand on crie violence, mais de l'autre côté, les enfants vous disent, mais on va faire quoi? Donc moi, je pense que ramenons l'école. À l'époque, elle n'était pas moderne, mais modernisons l'école aujourd'hui en y mettant évidemment des bibliothèques, en créant des clubs, des lectures, des clubs de football, et permettre aux enfants... C'est une alternative justement à ces réseaux sociaux, à ces choses-là Oui, pour moi, je pense que c'est une alternative. C'est effectivement, ramener, aider les enfants comment on dit ça, à commencer à apprendre le management, bien sûr, au sein des coopératives. Et demander à la HAC, aujourd'hui, d'être un peu plus regardant. Le tout n'est pas de sanctionner les médias qui écrivent, qui critiquent le président de la République, vous me permettez, mais qu'on soit capable également de sanctionner des individus. Pour ça, je pense que vous devriez essayer peut-être de déposer un recours là-bas. On verra les résultats. On verra bien. On verra ce qui se passera. Sanctionner des individus, n'est-ce pas, qui pratiquent toute autre forme de violence parfois que la violence physique. D'accord. Merci, M. Mabika. Je rappelle que vous êtes président provincial de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon. Vous êtes Mme Leïla Aldi Désiré Beyang-Bekale, psychologue clinicienne, spécialiste en thérapie cognitive comportementale. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci également à vous. Restez connectés sur l'antenne de Gabon 24. Au revoir.